Donc, le Centre d'art contemporain de Malakoff, nous avons 2 sites. La Maison des Arts que vous voyez à gauche, qui est le lieu historique de diffusion d'expositions qui date des années 90. Le bâtiment date du 19e siècle. Et à droite, la Supérette, notre second lieu, qui est un lieu accueillant des collectifs d'artistes en résidence, qui se trouve dans le quartier sud de Malakoff. Vous voyez qu'on a vraiment 2 identités différentes de bâtiments. Le Centre d'art contemporain est en régie directe, c'est-à-dire qu'on est un équipement de la ville de Malakoff, on dépend de son fonctionnement, la municipalité finance nos salaires, les fluides, le fonctionnement du lieu, et également nous sommes contractualisés avec la région Île-de-France, le département des Hauts-de-Seine, la DRAC Île-de-France par le ministère de la Culture, et la métropole pour la Nuit Blanche. Donc tout ça, c'est que des fonds publics, comme ça vous comprenez un peu le pourquoi du comment. Depuis une quinzaine d'années, avec l'arrivée des Hauts-de-Quartier en direction, on a 2 grands axes de recherche au Centre d'art. Le premier axe est toute une réflexion écologique qui peut se retrouver dans certains projets d'exposition, mais également dans notre fonctionnement. Par exemple, en 2017, Hauts-de-Quartier a décidé d'instaurer dans le parc de la Maison des Arts un verger d'arbres fruitiers qui est accessible à tous citoyens et citoyennes puisque le parc est public. Un composteur, mais également à l'intérieur de la Maison des Arts, on a enlevé les spots lumineux pour mettre des panneaux variateurs. Les scénographies sont extrêmement très minimes, voire on a même des panneaux amovibles qui sont toujours périns. Et également, on a diminué les expositions puisqu'on a 2 expositions par an et une résidence à la Supérette. Donc voilà un petit peu le contexte sur les questions écologiques. Notre deuxième grand axe, c'est le soutien et l'accompagnement des autoristes dans notre champ des arts visuels. Ça s'est passé surtout avec un grand changement dans nos budgets, puisqu'à l'origine, donc le budget qu'on a, je rappelle, des fonctionnements publics, des fonds publics, on n'a pas un énorme budget, passé par la production des œuvres, et on a décidé, évidemment par l'appui de Hauts-de-Quartier et le pôle administration, de faire un switch. Le budget production est passé en budget de notes honoraires, c'est-à-dire qu'on prend, nos expositions vont plutôt se baser sur des œuvres qui existent déjà, puisqu'on sait que les artistes ne réussissent pas à vendre leurs œuvres. On sait que les ateliers des artistes sont remplis d'œuvres invendues, et que malheureusement, majoritairement, on pourra revenir là-dessus, mais sont très peu payés, n'ont très peu de rémunération en fait, de salaire. Donc on a plutôt décidé de changer ces budgets, de s'appuyer sur des œuvres existantes pour mettre les budgets de prod en notes honoraires et à la fois finalement soutenir et que nos autoristes qui nous accompagnent dans nos projets aient un salaire. Donc, et c'est également, ça répond aussi à une question aussi écologique et nos réflexions dans l'éco-conception de tous nos projets. En 2021, quand on était encore en deuxième confinement, les lieux culturels étaient encore fermés, mais on pouvait nous travailler et on avait des expositions vides. On s'est posé la question au Centre d'art, qu'est-ce qu'on faisait ? Est-ce qu'on continue notre programmation ? Est-ce qu'on continue cette programmation, mais sans accueillir les citoyens, les citoyennes, les publics ? Donc on a décidé d'arrêter et de changer, de stopper la programmation pour faire la seule chose qu'on pouvait, soutenir les artistes en accueillant des jeunes autoristes qui étaient dans une situation de précarité et de venir travailler dans nos 2 espaces, à la Maison des Arts, à la Supérette. Donc c'est un projet qui a été construit vraiment de toutes pièces, qui s'appelait Mobiliser. Et donc pendant 3-4 mois, on a changé nos façons de faire. Moi, donc, en tant que médiatrice, c'est les artistes qui sont devenus un peu mes publics, si je puis dire. On a essayé de trouver du budget pour leur accorder des bourses de travail. Et voilà, ça s'est mobilisé, ça a un peu marqué ce temps. Puis on a repris ce rythme dit effréné. Les centres d'art, les lieux culturels sont réouverts. On a repris ce rythme. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mince, est-ce qu'on continue à refaire ce qui s'était passé avant le Covid, ou est-ce que finalement, l'expérience de Mobiliser, on pourrait aller un peu plus loin ? Hauts-de-Quartier, un jour, dans cette réflexion est arrivée, elle a dit, et si on coupait nos ordinateurs, si on coupait tout, qu'est-ce qui se passe ? Donc de la blague est né ce projet Couper les fluides, et donc tu peux amener l'affiche. Couper les fluides, c'est un projet où une institution culturelle, un service public, puisque je vous rappelle, on est quand même en régie directe, on est un service public, a pu se poser la question en lien avec nos enjeux sociaux et écologiques, finalement comment nous, en tant que salariés d'une structure, on pouvait aussi revoir notre façon de faire.
Donc c'est un projet qui a été mené avec les augures, qui nous ont accompagnés dans ces 5 mois d'expérimentation pour récolter des données, des datas, avoir aussi un regard extérieur, puisque nous, en tant que salariés, avec tous les 60 autoristes qui nous ont accompagnés, on était pleinement dans cette expérience, donc il nous fallait un regard extérieur. On a pu comptabiliser plein de données. C'était une expérience, donc ça a mis 1 an à être validé par notre administration, parce qu'il faut imaginer que, et puis par tous nos partenaires, parce que voilà, c'était quelque chose de radical de se dire qu'on allait couper ces fameux fluides. Quand je dis fluide, c'est électricité, chauffage et eau. Donc quand on dit ça à notre administration, tout le monde nous a dit mais comment vous allez travailler? Et c'était là l'enjeu, c'était de voir finalement comment la notion du travail, on pouvait la revoir. Et se dire qu'en centre d'art, on n'est pas que devant nos ordinateurs, mais aussi on est quand même face aux citoyens et citoyennes, à travailler aussi à l'accompagnement avec les autoristes. Et donc c'est 1 an finalement de travail acharné, de faire en sorte que tout le monde soit partenaire et engagé dans nos projets. Moi, ça m'a permis aussi de développer des partenariats, développer des projets pédagogiques, mais aussi de finalement créer ce bouche à oreille qui a été le succès de Couper les fils, puisqu'on a triplé de fréquentation pendant ce projet. Et en fait, embarquer le politique, l'administration, les partenaires financiers, mais aussi les centres de loisirs, les enseignants, enseignantes, enfin, vraiment tout ce qui fait le succès finalement d'un centre d'art. Donc concrètement, est-ce que tu peux passer l'autre slide? Concrètement, le projet Couper les fuites, ça s'est structuré en 4 axes. Le premier, c'est la vie du lieu, donc la vie de l'équipe finalement. Comment on s'est organisé, comment on s'est structuré sur ces 5 mois d'expérience. Donc pour faire valider le projet, on a dû accepter qu'on n'allait pas couper les fluides 24 heures sur 24, ce n'était pas possible. Donc on avait 2 heures à 3 heures d'électricité et d'eau par jour. Par contre, le chauffage, on avait vraiment décidé de le couper. On a commencé à février, donc je vous laisse imaginer le contexte aussi du cadre du travail qui pouvait paraître alarmant. Donc on allait voir les syndicats, on a présenté le projet. Il y a un médecin du travail aussi qui est venu nous voir régulièrement. C'est une première pour... voilà, on n'a pas ça tout le temps, ou jamais même. Donc on a, avec les augures, prévu des outils. On avait un peu anticipé quand même quelque chose. Et puis après l'expérience, on a voulu aussi vivre l'expérience et créer d'autres outils par rapport à des difficultés qu'on aurait pu rencontrer pendant ce projet. Donc les premiers outils qu'on a pensé avec les augures, c'est ce tableau de mobilité que vous voyez à droite pour permettre aux citoyens et citoyennes qui venaient nous voir, en fait le premier outil d'intégrer de comment vous êtes venus, qui est très simple, hein, que tout musée possède, c'est le tableau des mobilités, comment vous êtes venus, par quels moyens de transport, et de là on entame une conversation sur juste déjà le fait de venir nous voir. Et puis vous voyez à gauche cette table de travail qui était notre table de travail à partir de 13h, toute l'équipe se retrouvait à l'accueil, enfin dans l'espace d'exposition, à travailler autrement. Donc feuilles, stylo, on avait notre planning derrière sur le mur, on avait aussi un protocole des visiteurs, visiteuses, comment venir chez nous, donc apporter sa gourde remplie d'eau, charger son téléphone, puisqu'il n'y avait littéralement pas d'électricité, donc voilà, et puis cet échaudement aussi pour le début de la période. On peut peut-être passer au deuxième axe. Voilà, ça c'est d'autres outils. On avait donc le journal de bord où on collectait tous les jours notre ressenti, comment on vivait l'expérience, les rencontres qu'on avait pu faire aussi, les discussions extrêmement riches avec les citoyens et les citoyennes. Voilà, tu peux passer à la seconde. Voilà. Notre deuxième axe, c'était comment aussi on fait du collectif. Parce que ça, le projet de Couper les fuites, c'était faire du commun, faire du collectif. Il nous fallait un outil rassembleur qui est cette Agora qu'on a surnommé Agora, mais en fait qui s'appelle Circo Minimo d'Olivier Vadreau, qui est un artiste designer qui à chaque fois repense des formes plutôt du passé pour créer des structures collectives et de rencontres. Nous, on l'a utilisé pour faire nos fameuses Agora. Ce sont des rencontres qu'on a fait un samedi toutes les 2 semaines. Donc c'était assez énorme pour nous en termes de production d'événements, où on a invité énormément de chercheuses, d'auteuristes, de politiques aussi publiques pour parler de la question du faire autrement dans notre milieu culturel. Donc ça a demandé à l'administration, à ma collègue Clara Zaragoza à l'époque,
beaucoup de boulot puisqu'on rémunère tout le monde, on fait des contrats à tout le monde. Donc on a en fait multiplié nos événements pour justement créer ce côté, finalement, on va faire venir du monde, faire venir différentes communautés aussi. C'était un peu le pari qu'on a fait, puisqu'on a diminué la communication sur les réseaux sociaux. On avait décidé de ne pas utiliser nos téléphones portables. Donc moi, qui fais des stories tout le temps sur mes projets d'éducation artistique ou sur les visites, on ne le faisait pas. Et donc on s'était posé la question en amont, mais comment on va faire venir du monde si on n'est pas visible en termes de communication? Donc on s'est dit, on va se baser sur l'être humain, sur le bouche à oreille. C'est pour ça les 1 an finalement ont été c'est très salvateur pour avertir qu'il allait avoir cette expérience et aussi ce bouche à oreille et ces humains et humaines qui nous ont accompagnés ont fédéré finalement ce projet. Tu peux passer à la seconde salle. Le troisième axe qui était extrêmement important, c'est cette librairie consultative, puisque nous ne sommes pas des chercheuses au Centre d'Art, chacune a son métier. Et là, on a décidé de prendre sur ces 5 mois le temps d'être aussi appreneuse. Et donc pour cela, on a collecté 200 ouvrages autour des sujets très vastes, que ce soit faire collectif, être militant, des livres dystopiques aussi, beaucoup de livres de science-fiction, des expériences ratées aussi. Et tous les jeudis après-midi, on faisait des arpentages issus, donc c'est une lecture collective, c'est une méthode issue de l'éducation populaire et ouvrière, où on va collectivement lire un livre ensemble. Et donc ça, c'était tous les jeudis après-midi, évidemment ouvert à toutes citoyens et citoyennes, ce qui nous permettait à nous de devenir, de se spécialiser finalement sur ces sujets et que toute l'équipe aussi soit partie prenante. Que ça soit la chargée administration de prod, que ma collègue Juliette qui s'occupe plutôt des résidences à la supérette et toute l'équipe de médiation. Et la directrice évidemment. Et donc ça, c'est quelque chose je vous en parlerai, mais qu'on a gardé, de vraiment que le lieu du Centre d'Art soit un lieu d'apprenants et de sachants et qu'on soit toutes et tous en fait, au même pied d'égalité et qu'on s'échange finalement des connaissances. Je peux passer au... évidemment, vous posez la question, où sont les œuvres? Donc c'est le 4e axe, évidemment le plus important, l'accompagnement des autoristes. On a créé une exposition collective où on a réuni 10 autoristes autour de ce projet. Chacun et chacune, évidemment, une réflexion sur sa pratique artistique, sur une réflexion en éco-conception. C'était des œuvres qui, à chacune, abordaient finalement les différentes entrées de couper les fluides. Une réflexion, par exemple, avec Julia Go à gauche autour de l'eau, autour aussi du réemploi de l'argile qu'elle utilise, elle. À droite, on a le projet de la champignon d'Anouk Durand-Gasselin qui aborde la question alimentaire et comment on pourrait être autosuffisant en alimentation à partir de déchets. Et donc ça, j'en parlerai après, mais on l'a poursuivi cette expérience. Tu peux continuer. Des œuvres aussi collectives avec la table de broderie du collectif Point qui nous permettait à la fois à chaque citoyenne de laisser une trace de son expérience et aussi de se réchauffer. La broderie aide beaucoup à se réchauffer, ça nous a beaucoup aidé à certains moments très compliqués en termes de température et de pluie. À droite, on a créé avec Laurent Tixador et ses étudiantes des Beaux-Arts de Rennes un four à pain et à céramique à partir d'argile de Malakoff. On a de la chance qu'à ce moment-là, il y avait des travaux à Malakoff et nos collègues du service technique nous ont apporté une tonne d'argile et cette œuvre était extrêmement importante puisqu'elle se trouvait dans le parc. On était souvent dehors parce qu'il y avait beaucoup de soleil, on a eu de la chance à ce moment-là. Et donc ça a créé des rencontres très inattendues avec les citoyens et citoyennes du parc qui ne rentrent pas forcément dans le centre d'art, mais très curieux de ce four qui peut rappeler beaucoup de souvenirs, vraiment des histoires de chacun et chacune, vraiment à fédérer aussi, puis autour du feu, c'est toujours agréable. On peut continuer. Des œuvres beaucoup plus sensibles et militantes avec le facsimilé qu'on a été créé avec le FRAC Picardie d'André Toth et plutôt l'œuvre sensible où on pouvait écouter du son avec l'œuvre de Charlotte Charbonnet. Voilà, donc c'était vraiment pour vous montrer différentes entrées. C'est la première fois en tant que médiatrice que je n'ai pas été besoin de justifier les œuvres d'art contemporain auprès des citoyens et citoyennes, puisqu'il faut imaginer que les personnes, quand ils rentraient au centre d'art, nous voyaient toutes et tous en train de travailler. C'était la première chose qu'ils voyaient. Ils ne voyaient pas les œuvres tout de suite. Donc la première entrée, c'était le tableau de mobilité et nous au travail. Et puis après, on faisait un parcours, on présentait les œuvres et puis tout de suite, en fait, ça prenait du sens.
Voilà, les rencontres avec les citoyens et citoyennes étaient vraiment remarquables. On a aussi, par ces multiplications de fréquentation, ce sont des personnes qui n'étaient pas familières à l'art contemporain, plutôt curieux de cette expérience, qui avaient entendu voilà, comment des personnes salariées ont changé leur façon de travailler. Moi, j'ai accueilli des groupes complètement inattendus, notamment UCPA, qui est quand même une association sportive qui a fait des grands voyages dans le monde entier, se sont posés aussi la question du faire autrement, eux à la fois sur leur site internet. Et donc, voilà, on a fait des arpentages ensemble, c'était très drôle. Peut-être passer... oui, voilà, donc ça, c'est avec les augures. En fait, toutes ces données sont sur le site internet, on a tout le bilan. Mais pour vous dire que finalement, au premier degré, on pourrait entendre couper les fils comme un projet restrictionnel, très froid, justement, parce qu'on a changé nos habitudes de travail. Même s'il y a eu des difficultés pour certains métiers, notamment en administration, puisque on a vu les limites de nos métiers face aux injonctions financières et puis aussi aux injonctions, on va dire, administratives. On doit travailler sur des plateformes numériques. Tous nos contrats, l'argent public passe par des plateformes, et donc du coup ma collègue d'administration, elle ne pouvait pas faire les 3 heures qu'on s'était données, et on a créé un outil, en fait un tableau d'indicateurs de nos ordinateurs. Moi qui passais tout mon temps face au public, puisque là on avait triplé de fréquentation, je lui donnais mes heures d'ordinateur. Donc voilà, on s'est un peu adapté aussi à notre situation. Peut-être, oui, continuer. Bon, on pourra revenir, je pense qu'il y aura des questions à mon avis, j'ai peut-être passé certaines choses. Et donc, à la fin de ces 5 mois d'expérience, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On a pris des vacances, on s'est reposé, et on a décidé, tu peux avancer, là, je pense qu'on va avancer les 2 autres slides, sur vraiment la réflexion de qu'est-ce qu'on fait du centre d'art, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on ne veut pas garder. Tu peux continuer, Marion. Et on est arrivé à ce projet, un centre d'art nourricier. Un projet qu'on veut sur le temps long, puisque finalement, couper les fils, ça nous a permis de profiter de ce temps sans ordinateur pour penser les choses et de travailler autrement, comme je vous le disais. Et un centre d'art nourricier, c'est un projet où on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on veut que notre lieu soit? On veut que ça soit un lieu d'accueil, on veut que ça soit un lieu hospitalier, et où tous les sujets qu'on a pu aborder pendant Couper les fluides, eh ben, on veut tirer ces fils et prendre le temps d'aller en profondeur. Donc ce projet de 3 ans englobe la Maison des Arts et la Supplératte, nos 2 lieux. Et tu peux changer, avancer. On a créé des espaces, des modules dans ces 2 lieux permanents qui vont permettre d'être hospitaliers et aussi permettre de rentrer différemment dans nos projets. Alors on n'appelle plus ça des expositions, on appelle ça des cycles. Donc ces espaces permanents, tu peux avancer, je vais les montrer. Voilà, à la Maison des Arts, maintenant, on a une cabine vinyle qui permet d'écouter la musique en lien avec les thématiques proposées par le cycle. Un espace tout au fond à gauche, la pépinière pour les enfants et les familles, pour permettre à ce type de public qui a des besoins spécifiques d'avoir des livres adaptés, avoir des œuvres aussi à leur niveau, toujours, je rappelle, en lien avec le sujet. À droite, on a créé une cuisine sans fluide, en clin d'œil à Couper les fluides, une cuisine qui permet de créer des ateliers de pratique artistique autour de l'alimentaire, puisque ça, c'est un sujet extrêmement important qu'on a pu aborder avec les citoyens et les citoyennes. Vivant en Ile-de-France, on sait que s'alimenter correctement et peu cher, c'est une grande question, et les autoristes aussi abordent ces sujets. Tu peux, donc là, c'est un exemple d'atelier de pratique qu'on met en place pendant le Centre d'art nourricier avec Bulle Maignan, qui est une programmatrice de films et à la fois boulangère. Et c'est ce type d'autoristes avec qui on collabore, qui ont des multiples casquettes, des multiples connaissances, et qui permet ces rencontres assez incroyables, multigénérationnelles, autour du pain, mais aussi comment le pain est politique. Donc en fait, un centre d'art nourricier, c'est un projet comme une école où toutes et tous, on est apprenants et sachants, où les projets artistiques sont vraiment au cœur de nos réflexions, et on essaie de trouver des entrées différentes pour que finalement chaque citoyen, chaque citoyenne puisse trouver sa place dans nos 2 espaces. Voilà, je ne sais pas si ça va.